Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 88e site rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssa Armidani. Bonjour Aïssa. Bonjour Raphaël et bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Alors c'est la rentrée en France, la rentrée des classes, et on peut dire que l'actualité internationale n'a pas connu de pause estivale, il s'est passé énormément de choses. J'invite les internautes à revoir nos différents sites rep que nous avons fait pendant cet été. Sans transition, nous allons parler tout de suite de la Syrie, et notamment d'une explosion qui a lieu à 40 km de Damas, une explosion d'un tuyau de gaz qui a entraîné un blackout. Alors est-ce que tu peux nous parler de cette explosion, elle est de Oui. quelle origine, etc. Quelles ont été les conséquences? En fait, c'est un acte terroriste. Comme vous le savez, la Syrie, depuis le 1er juin, enfin depuis 2011 déjà, est victime d'un terrorisme galopant, des terroristes qui ont été envoyés par différents pays. Donc, et ce sont les armées cachées, on peut dire, de l'OTAN et du Mossad. En fait, Les fameux ces proxys. terroristes, hein, Les fameux oui, proxys. voilà. Et c'est depuis le 1er juin, pourquoi je parlais du 1er juin, il y a eu une accentuation de cette guerre, en fait, ou plutôt un deuxième volet qui est le volet de la guerre économique Et avec beaucoup de et, sabotage. et, la guerre économique contre la Syrie, sachant que depuis 2011-2012, la Syrie a été victime d'un tas de mesures coercitives qui empêchent les banques de recevoir l'argent de la Syrie, qui empêchent la Syrie d'échanger avec les autres pays. Donc, des mesures d'embargo, en fait, total pendant cette guerre. Et non seulement ils envoient des terroristes, non seulement ils font la guerre contre la Syrie, mais en plus, ils exercent sur la Syrie des pressions économiques et sociales Et monétaire. et monétaires, et puis visant à étrangler les citoyens, visant à étrangler le pays et à faire chuter le régime. Il ne s'en cache pas d'ailleurs, il voulait effectivement faire chuter le régime. Et ce sont les victoires de la Syrie et les victoires de cette unité entre le peuple, l'armée et le pouvoir syrien et le président Assad, dirigé par le président Assad, ont fait que effectivement la Syrie a retrouvé jusqu'au début de cette année 2020, a retrouvé pratiquement le contrôle de la majorité de ses territoires. Pardon. Pratiquement 80%, 90% de ces territoires ont été repris sous le contrôle de l'État. Il reste ces 25%, donc une partie à Idlib, une partie dans le nord-est où se sont nichés les Turcs ont envahi une partie, et puis les Américains ont niché leur base autour des puits de pétrole syriens, et la base Al-Tanf aussi, qui est au sud-est de la Syrie, qui contrôle le passage entre la Syrie et l'Irak. En fait, c'est la raison, et qui contrôle aussi un camp de réfugiés qui est Al-Rukban, qui constitue un vivier pour eux de recrutement de terroristes et puis d'entraînement, etc. Alors si on peut revenir Donc, à en fait, l'explosion du tuyau de gaz. donc on revient à cette explosion. Cette explosion a été opérée par des terroristes qui viennent d'Al-Tanf, en fait, puisque c'est dans la Badia, dans le désert syrien. Et ce gazoduc, qui est gazoduc arabe, qui passe par la Syrie, donc qui a une très grande capacité, du gaz sous grande pression. Cette explosion a fait... heureusement, il n'y a pas eu de victimes,
Mais je peux dire, elle a plongé dans le noir l'ensemble de la Syrie pendant ils espéraient, je crois, plus de temps. Mais les ouvriers, les travailleurs syriens et puis l'État syrien ont dû travailler jour et nuit pour d'abord bloquer le feu et puis bloquer le gaz et puis réparer ce tuyau en 48 heures. C'était ce qui est une période vraiment record et exemplaire pour pouvoir réparer ce type de choses. Donc, alors je précise, Aïssar, notre salut aux ouvriers syriens et aux responsables syriens et techniciens. Je précise donc, nous ne l'avons pas dit, mais je précise que c'était du gaz du coup qui alimentait des centrales effectivement électriques. Oui, voilà, tout à fait. Explique le blackout. Qui alimentait les centrales électriques, oui. Tout à fait. Et puis ça a été réparé en un temps record. Et l'alimentation a à nouveau commencé, effectivement, au niveau de la Syrie. Il faut se mettre aussi dans le contexte syrien, c'est-à-dire que des coupures d'électricité de 48 heures, on imagine les frigos, les congélateurs, tout ce qui s'ensuit, quoi. Surtout les hôpitaux. Les hôpitaux, en plus, en période de Covid. Les hôpitaux, les écoles, bon, même si les écoles n'étaient pas encore ouvertes, mais les hôpitaux et puis les centres de production, en fait, ce qui est économique, en fait. Hein, l'objectif, c'est ça. Et du côté de Hasakeh, donc il y a eu des coupures d'eau également pendant depuis 20 jours. Alors oui, moi je replace ça dans l'ensemble du contexte, hein, dans le contexte de victoire de la Syrie, qui a occasionné un renforcement des sanctions, entre guillemets, américaines à partir du mois de juin. Le truc appelé Code César, qui n'a rien d'un code, mais qui a été une décision américaine arbitraire et sans aucune motivation, illégale, totalement illégale par rapport aux lois internationales, illégale par rapport aux droits de l'homme, illégale puisqu'elle vise à priver la population de ses moyens essentiels, en fait, hein. Et donc, il y a eu, depuis ce temps-là, il y a eu des incendies des récoltes systématiquement, aussi bien à l'est de l'Euphrate que dans différents endroits. Et donc là, dans ce contexte, on peut voir qu'il y a eu des grands incendies à l'ouest de Hama qui ont fait partir des centaines d'hectares d'arbres anciens, des chênes d'arbres anciens, en fait, qui ont des centaines d'années, qui sont partis en fumée. Donc, ajouté à des incendies d'arbres fruitiers, ajouté aux incendies de récolte qu'ils pratiquent depuis des mois aussi bien Al Jazeera et Sourie, les récoltes de céréales, les récoltes de coton, d'arbres fruitiers, des oliviers, tout ça, et ils sont en train de le massacrer. Ajouté aussi aux attaques contre le bétail, contre les bovins. Il y a eu des troupeaux entiers qui ont été massacrés aussi. Donc on peut voir bien que l'objectif, c'est affamer le peuple syrien, alors que ces gens prétendent être des défenseurs des droits de l'homme, s'il vous plaît. Donc ça, il faut le voir et comment dire, démystifier toute cette propagande des pays de l'OTAN qui se disent intervenir pour le bien des peuples et pour le bien-être des peuples. Pour les droits de l'homme. Si je peux préciser à Aïssar aussi, ouais, c'est vrai qu'on a déjà vu dans différents contextes, notamment je pense à l'Amérique centrale, dans certaines guerres, les USA, quand ils étaient en train de perdre militairement et qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient plus reprendre l'avantage, avant de partir, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de faire tomber le gouvernement en multipliant les actes de sabotage. Mais là, je crois qu'en Syrie, on n'a jamais vu des actes de sabotage à une aussi large échelle, et y compris justement, comme tu dis, pour affamer le peuple. Je crois que c'est du jamais vu. Absolument. Alors donc à Hasakeh, justement, la ville de Hasakeh privée pendant 20 jours d'eau.
Je rappelle aussi qu'on a vu aussi par rapport à Damas, il y a eu 40 jours où Damas a été privé, Damas et ses villages ont été aussi, sa banlieue ont été privés d'eau parce que les terroristes avaient mis la main sur les 13 sources qui alimentaient Damas en eau potable. Alep est resté aussi longtemps sans eau potable. Les gens ont commencé à puiser de l'eau dans des puits qui étaient aussi plutôt de l'eau souillée ou de l'eau qui n'était pas propre à être bue. Et de la même chose, de la même manière, ça a été à Deir ez-Zor. Donc en fait, la population résiste et il y a de plus en plus ces actes criminels qu'il faut dénoncer de toutes nos forces. Hein, contre la population, pour la priver d'eau, pour tout ça, pour les pousser à partir, les priver d'eau, les priver d'électricité. D'ailleurs, un autre truc que je voulais dire, juste sur Asaké, ils ont carrément coupé les pylônes d'électricité et puis tous les fils, ils les ont amenés en Turquie pour les vendre comme du métal. Pour les faire ailleurs. Pour les faire ailleurs. Alors, je voulais souligner ça, c'est vraiment quelque chose, c'est contraire aux règles les plus élémentaires des droits humains. Je voulais souligner quelque chose que tu me disais en préparant cette interview, c'est qu'à Asaké, donc c'est pas les terroristes qui sont à l'origine de ces coupures d'eau et surtout qui empêchent les employés d'accéder au site pour faire les réparations. C'est carrément, si j'ai bien compris, c'est les FDS. Oui, c'est le mouvement FDS qui est un mouvement qui est hybride, hein, mais sous direction quand même américaine, il faut le dire. Il y a une partie de Kurdes, une partie de tribus, une partie de clans, etc. En fait, c'est comme ça qu'ils ont recruté leurs terroristes en les appâtant, soit avec de l'argent, soit avec aussi des joujoux électroniques, etc., ou en leur promettant monts et merveilles, alors qu'ils savent, nous on sait parfaitement que les Américains mentent à tout le monde et ils ne tiennent absolument rien. Donc actuellement c'est effectivement FDS, et alors il faut savoir quand même que c'est les États-Unis qui mènent la danse, puisque en fait, le fameux Qassad, c'est la Turquie les combat parce que ce sont soi-disant des Kurdes, etc. Mais les États-Unis les dirigent. Et la Turquie et les États-Unis, la Turquie, elle prend la permission ou elle travaille pour les États-Unis aussi dans la région. Donc en fait, c'est un partage des rôles qu'ils se font entre eux. Et puis les victimes sont les habitants qu'on essaye d'expulser de chez eux, qu'on essaye de pousser à l'exil parce qu'il n'y a plus les moyens de vie. On ne peut pas boire, on ne peut pas manger, on n'a pas d'électricité, on n'a plus ces terres puisque les Turcs ont brûlé et ils s'approprient les terres, etc. Et ils amènent aussi les terroristes pour les mettre à leur place. Et les gens, l'objectif, c'est de faire partir les gens. Alors je précise parce que c'est exactement la même pratique qui a été faite en Israël, en Palestine, lorsque Israël, les terroristes, les bandes terroristes israéliennes, Al-Haganah et Irgun, ils s'attaquaient à la population pour faire fuir la population en faisant des massacres et en faisant aussi la politique de la terre brûlée, comme tu l'as dit, exactement. Alors, je précise pour les internautes qui nous regardent et qui ne sont pas arabophones, quand tu dis Qassad, j'ai pas la bonne prononciation. FDS, oui. Voilà, c'est les mouvements SDS. Ok. Ils se disent forces démocratiques syriennes, qui ne sont ni démocratiques ni syriennes. Alors, on va justement, puisqu'on a parlé de ça, on va parler maintenant du grand congrès des tribus arabes qui a eu lieu à Alep, puisqu'il y a eu juste avant ça l'assassinat d'un chef tribal dont tu me parlais. Exactement, ils ont assassiné le chef d'une grande tribu du nord, justement, et donc les chefs des tribus. En fait, comment dire, les tribus, pour ne pas quitter leur terrain et leur territoire,
ils ont commencé à se battre aux côtés de FDS contre le terrorisme, contre Daesh. D'accord. Et l'armée syrienne les a aidés aussi, D'accord. l'armée arabe syrienne. Mhm. Et l'armée arabe syrienne a fourni à Daesh, à FDS des armes, parce qu'ils se battaient contre Daesh en fait. Mhm. Et donc cette unité s'est faite dans la lutte contre Daesh. Et puis après, les Américains ont mis la main dessus en disant oui, ben, on vient vous aider dans la lutte contre Daesh. Donc, et puis après, peu à peu, ils ont pris le contrôle. En mettant à la tête des Kurdes venant de Wadi Qandil, qui est sur les frontières turques, iraniennes et irakiennes. Donc, qui ne sont pas du tout des Syriens. C'est la raison pour laquelle je dis c'est des Kurdes de Wadi Qandil, alors que la majorité des Kurdes syriens sont plutôt patriotes, à part quelques-uns qui se sont fait vraiment tourner la tête par les Américains. D'accord. Mais ce que tu me disais en introduction de cette interview, c'est que ce grand congrès des tribus arabes marque un peu un tournant, parce que même si le soutien n'a jamais été uniforme vis-à-vis des FDS, là il y a quand même un vent qui tourne et donc elles sont en train de non seulement se détacher, mais tu me parlais d'une certaine résistance populaire donc face à ces FDS. Tout à fait. Oui, FDS. Puisque les FDS ont tué le chef de la plus grande tribu, et en fait ce congrès des tribus a révisé ses positions, et là ils font la résistance à la présence américaine et à la présence turque, hein, et donc à l'occupant, une résistance réellement à l'occupant. Et ils ont fait appel à tous les membres de leur famille et de leur clan qui sont au sein de FDS pour venir avec eux et puis opérer dans cette résistance, et aussi à se soustraire donc à l'influence américaine et turque. Donc c'est une déclaration réelle de résistance populaire. Il a dû y avoir aussi tout de suite des explosions contre des véhicules américains et contre des agents de FDS, ce qui fait que on peut dire que c'est prometteur et que cette résistance est bien partie. Alors, on va parler maintenant des Américains en Syrie. Ils continuent d'acheminer du matériel militaire en Syrie, notamment pour sécuriser les puits de pétrole qu'ils ont volés. Et tu me parlais d'un accord entre les FDS et une compagnie américaine. Est-ce que tu peux me parler de cet accord ? Il y a eu une signature, ils disent, d'un contrat pour une compagnie américaine qui exploite, qui est au terme de ce contrat, elle exploite les puits de pétrole qui sont dans la région de Hasakeh. C'est la majorité des puits de pétrole syriens, en fait, mais je dis tout de suite, tout ça c'est dans l'illégalité totale par rapport à toutes les lois internationales, mais aussi dans l'illégalité totale par rapport même à la loi de l'occupation. C'est-à-dire, ce sont des occupants, ils n'ont absolument aucun droit d'exploiter les richesses de la région qu'ils occupent pour eux. Donc ça c'est, et puis ils n'ont absolument aucune prérogative, FDS, à signer quoi que ce soit non plus, parce que ils sont eux-mêmes, ils représentent rien du tout. Alors, donc tout ça c'est pour dire, excuse-moi juste 2 secondes, pour dire, c'est en fait cette mainmise américaine qui s'accentue aujourd'hui, et juste au moment où qui vise à étrangler le peuple syrien, à étrangler les Syriens, à les faire se rebeller contre l'État syrien et contre le gouvernement syrien. Ça vient juste au moment aussi où il y a des discussions politiques, soi-disant, avec c'est la discussion sur la Constitution avec les soi-disant opposants, et en présence donc de Geir Peterson.
en fait, la première réunion a eu lieu et elle a dû être ajournée. Enfin, les pourparlers ont été ajournés à cause du corona. Je crois qu'on en avait dit 2 mots la dernière fois. Il devait commencer et puis bon, ça n'a pas commencé. Par contre, effectivement, la Syrie a bien fait ses élections. On en avait parlé aussi la dernière fois. Les élections, il y a eu un nouveau gouvernement qui a été formé, donc suite à ces élections législatives en fait. Et donc la Syrie honore de manière systématique toutes ces échéances constitutionnelles et toutes ces institutions. Je peux dire aussi la rentrée scolaire se prépare aussi dans toutes les villes en Syrie pour le mois de septembre, donc ça va être fait le 4 septembre, etc. Dans toutes les régions, y compris à Hasakeh et à Raqqa, il y a les salaires des fonctionnaires de l'État syrien arrivent aussi à leur destinataire jusqu'à présent, depuis les 10 ans, depuis le début des 10 ans de guerre contre la Syrie. Donc les institutions sont là, sont très présentes, elles assument leurs responsabilités, qu'il y a aussi une volonté totale de redémarrage. Le pain continue à être subventionné. Il y a eu redémarrage de 70 industries du médicament, parce que le médicament à l'ombre du corona, c'est une urgence première. Pour l'État syrien, le pain et les médicaments sont des grandes urgences et ils essayent d'assumer et ils assument et ils le font ils l'assurent pour la totalité du peuple syrien. Ce sont des choses dont il faut tenir compte dans la présence et la force de l'État syrien qui continue à se battre, mais qui en même temps honore ses services vis-à-vis de la population et vis-à-vis de l'ensemble du pays. Alors, juste pour en revenir au pétrole là, qui est volé par les FDS et les Américains, dans le cadre de l'accord que tu mentionnais, donc le pétrole est acheminé en Turquie, il est vendu principalement à la Turquie, aux USA et Israël, c'est ce que tu me disais. Et à Israël, exactement. Alors ça va nous permettre justement, puisqu'on parle d'Israël et de la Turquie, de passer un petit peu à l'international dans la région. Et on va parler des relations Émirats Arabes Unis-Israël, puisqu'il y avait Jarod Kushner qui a accompagné une délégation israélienne à Abu Dhabi et maintenant au Bahreïn. Et donc, est-ce que tu peux me parler de cette fameuse délégation israélienne, puisque tu me racontais une anecdote qui n'en est pas une. Ouais. Alors en fait, en fait, je peux dire que dans cette phase où le front de l'axe de la résistance est fort, est très fort. Et en fait, après 10 ans de guerre qui ont scellé davantage et cimenté davantage les relations entre la Syrie, l'Iran, l'Irak, qui continue à lutter contre Daesh. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, ces derniers temps, je peux dire, le Hashd al-Sha'bi a relancé la lutte contre le restant des cellules terroristes qui continuent à exister en Irak, en collaboration et en coordination totale avec cette même lutte qui se passe en Syrie, donc puisqu'on a les deux parties du désert qui communiquent, que l'objectif en fait de ces embargos César qu'appelait Code César, c'est aussi d'empêcher qu'il y ait une complémentarité et une réelle communication entre le Liban, la Syrie, l'Irak et l'Iran, puisqu'il y a une complémentarité réelle sur le plan économique.
sur le plan des denrées alimentaires, sur le plan de la circulation des denrées, il y a une continuité géographique par les terres, je peux dire. L'objectif, c'était d'empêcher tout ça. Et en fait, alors que ça n'a pas pu être empêché, malgré les résistances ou les oppositions américaines, que ce soit à Al-Tanf, qui de temps en temps active des bombardes, du côté des frontières syro-irakiennes, où il y a des cellules Daesh qui sont réveillées par les Américains et qui sont équipées à bloc, à mort, contre les uns et les autres. Mais malgré tout ça, on peut dire la victoire contre le terrorisme a été réelle et en même temps a scellé les relations stratégiques entre les différents pays de l'axe de la résistance, sans oublier quand même que le vil assassinat de Qasem Soleimani a encore davantage uni les pays de la région, et qui a fait qu'il y a un objectif réel, c'est tous les Américains dehors de notre région. Et bien entendu, les Américains, leur allié, c'est Israël, qui est de plus en plus affaibli, et puis les alliés, les agents, en fait, des Américains, c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats du Golfe, etc., ont volé au secours d'Israël, qui est largement affaibli et qui commence à faire, sous la férule, je peux dire, sous la férule et l'influence d'un Jared Kushner qui représente Trump et qui représente l'administration américaine, ont commencé à courir pour normaliser les rapports avec Israël et en fait briser l'isolement d'Israël, je peux dire. Et en fait, alors que ça montre bien que c'était Israël qui est complètement isolé dans cette région et qui ne sera jamais accepté dans notre région. Donc ils ont volé au secours d'Israël et donc la normalisation des relations ou la reconnaissance, etc., qui a été récemment donc réellement opérée par les Émirats arabes unis. Hier, il y avait un avion qui transportait Jared Kushner avec une délégation israélienne qui venait donc à Abu Dhabi, et avec un avion, enfin avec toutes les symboliques les plus viles, je peux dire, dedans, puisque l'avion il s'appelait Kiryat Gat, et ça c'est le nom du de la première colonie israélienne à Gaza, qui a été construite sur la base sur le deux villages palestiniens qui ont été complètement massacrés. Donc après génocide, tu me disais qu'il n'y avait aucun survivant. C'était un génocide total de deux villages. Alors ces deux villages, c'est Iraq al-Manshiyeh, al-Fallujah, dans le nord de Gaza. Donc et tous les habitants ont été tués. Ils ont résisté ils ont mené une résistance héroïque, hein, et je pense qu'à cette occasion il est important de les saluer et de saluer la lutte du peuple palestinien qui dure depuis pas seulement depuis 48, mais depuis le siècle dernier, le début du siècle dernier. Mais 48, ça a été scellé par cet accord entre les Britanniques et la reconnaissance des Nations Unies de l'État fantoche d'Israël. Mais en réalité, ça fait 100 ans que le peuple palestinien continue à lutter. Et ces deux villages ont été aussi, ils ont dans cette lutte, le sang égyptien, soudanais, jordanien se sont mêlés au sang palestinien dans cette lutte contre cet occupant israélien qui vient. Donc, imaginez en fait la symbolique. Oui, la symbolique de cet avion qui porte le nom. Exactement. Et ils sont reçus donc à Abu Dhabi
en pompe et fracas, et Un peu puis comme si un avion allemand portait le nom de voilà, Radour sur Glane ou... exactement. Alors, il y a Donc, il y a eu une explosion à Dubaï aujourd'hui, le ils sont lendemain, je crois. allés après les Émirats Arabes Unis, ils sont allés à Bahreïn. Mhm. La population, le peuple à Bahreïn a pas seulement déploré, en fait, ils sont complètement contre cette normalisation, entre guillemets, des relations. Et puis, je tiens à dire quand même que tous les intellectuels, les écrivains, les poètes, même des metteurs en scène, etc., arabes qui participaient au festival de Dubaï et puis à le prix Dubaï pour ceci, pour cela, etc., ils ont boycotté, ils ont décidé de se retirer complètement et ils ont fait un communiqué qui condamne cette relation entre les Émirats Arabes Unis et Israël. D'accord. Un dernier point aussi. On va essayer d'accélérer un petit peu, Aïssar, parce qu'il nous reste un quart d'heure et pas mal de points géopolitiques qui vont être assez complexes. Je pense que c'est important. Ou aussi Samahat el-Sheikh Khamenei qui a déclaré aussi que cette relation est une trahison de l'islam, une trahison de l'ensemble des peuples de la région. Elle a ouvert la voie aux sionistes à rentrer dans notre région et surtout au Golfe. Et ça, c'est très important à voir. Ça ne durera pas. Il appelle tous les responsables des Émirats à repenser leur position et que de toute façon, ils seront balayés par l'histoire comme exactement les accords de Sadat avec Israël. Rappelons-le. Alors, tu me précisais qu'il y avait une explosion à Dubaï le lendemain de l'avenue de cette délégation. Il y a eu le jour de l'arrivée, effectivement, une explosion à Dubaï. D'accord. Mais je n'en sais pas plus. Ça a été déclaré et ça a été dit comme information, mais pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations là-dessus. D'accord. Alors moi, je voudrais parler un petit peu du Tour de France 2020, puisque Israël participe pour la première fois au Tour de France avec une équipe qui s'appelle Israel Startup Nation. Donc déjà, c'est tout un programme. Et je voudrais préciser que pour son propriétaire, Sylvan Adams, il ne s'agit pas seulement de sport. Citation: d'un côté, nous devons promouvoir le cyclisme en Israël, explique le milliardaire. De l'autre, nous devons promouvoir notre pays pour montrer le vrai visage d'Israël, qui est tellement mal compris à cause d'une couverture médiatique à sens unique. Donc c'est toujours, comme dirait l'autre, la pleurniche, etc. Alors que c'est quand même eux les agresseurs. Mais ça montre, ça corrobore ce qu'on appelle le greenwashing, mais là appliqué à une nation et donc au sport et à la culture. Et donc la recherche d'une respectabilité, alors qu'ils sont de plus en plus isolés. Donc là-dessus, il est important que nous appelions, effectivement, on appelle toutes les consciences libres à s'opposer effectivement à ces participations, à cette intégration de ce pays d'Israël, qui est un pays qui a toujours vécu avec des massacres et sur des crânes des Palestiniens, et à les sortir du rang des nations, respectables, etc. On va mentionner aussi l'agression israélienne sur Damas avant-hier. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, s'il te plaît? Alors, il y a eu effectivement, toujours dans ce cadre des agressions répétées contre la Syrie, une agression israélienne à des missiles qui ont été lancés à travers je dirais la montagne Jabal el-Sheikh, qui est dans le Golan occupé. La plupart des missiles ont été soit interceptés, soit explosés, soit déviés, explosés dans l'air, mais il y a eu quand même 2 soldats syriens qui ont été tués et puis 7 blessés. Nous souhaitons aux blessés une très rapide une très rapide guérison, et par contre nous déplorons effectivement les morts, ou Allah yarhamou, que Dieu ait leurs âmes.
Mais il est certain qu'il y aura des ripostes et il y aura une riposte. Et maintenant, Israël, elle doit se tenir sur un pied et demi, comme disait Samahat Sheikh Nasrallah, à attendre la riposte, pas seulement de la Syrie, mais de Hezbollah aussi. D'ailleurs, ils sont en train de cacher leurs soldats partout. Il n'y a plus personne. Ils sont en train de mettre des mannequins sur les frontières. Ils sont en train de faire des petits combats contre des moulins à vent pour essayer de faire des fausses victoires et pour se faire valoir auprès de leur population, car l'armée israélienne a perdu tout crédit auprès de la population qui commence à partir. Les colonies commencent à se vider et les colons commencent à partir, ils reviennent vers leur pays d'origine, puisqu'ils sont sûrs d'un côté que les médias leur mentent et que leur armée ne peut pas les défendre face à tous ces mouvements et face à la décision. C'est un état de guerre permanent, quoi, en plus. Et c'est face à la décision stratégique, en fait, de riposter et de s'opposer à toute agression. Alors, puisque tu as parlé de Nasrallah, on va aborder maintenant le Liban, mais je voulais juste revenir quand tu disais tu souhaitais un prompt rétablissement aux blessés. Ouais. Moi qui ai malheureusement, j'ai eu la chance de visiter un hôpital de blessés à Damas. J'ai vu beaucoup de tétraplégiques, hémiplégiques, donc on sait très bien que malheureusement il y a une partie des blessés qui ne pourront pas guérir de leur traumatisme, puisqu'ils ont perdu des membres. Du coup, alors le Liban, il y a dans le contexte de l'explosion dont j'imagine la plupart des internautes ont entendu parler, c'était il y a à peu près un mois, Macron a fait une visite, il a été plutôt bien accueilli, mais surtout donc le général Aoun a fait une déclaration où il a laissé entrevoir la naissance d'un État laïque, alors que pour l'instant c'est un système confessionnel où donc entre le président, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, donc on a un chrétien maronite, on a un musulman du Sidra, chiite et sunnite. Oui. C'est une composition de ce type. Voilà. Et en fait, même les partis sont des partis confessionnels. Oui. Alors, effectivement, là-dessus, c'était très important. Il est important de voir que dans les mouvements d'octobre, qui ont éclaté le 17 octobre, il y avait beaucoup de choses qui étaient très justes. C'était des gens qui étaient tous contre ce régime confessionnaliste qui a été hérité de la France, je tiens à dire, et qu'aujourd'hui, il y a le centenaire, c'est le centenaire de la naissance du Liban, avec une constitution qui a été fabriquée par la France à l'époque, et donc c'est cette constitution française confessionnaliste dont a hérité le Liban. Donc aujourd'hui, effectivement, on arrive à dire il y en a marre de ce confessionnalisme et de ces divisions. Il faut construire un état de citoyenneté. Il faudra construire un régime, une loi électorale qui se base sur l'ensemble du pays, et l'ensemble du pays, c'est un seul cercle électoral, et puis que les gens soient élus, non pas selon leur confession, mais que les gens se présentent sur un programme politique, sur une obédience politique, et en tant que citoyens, et non pas en tant que chrétiens, musulmans, chiites, sunnites, maronites, etc. Alors, donc, à noter que le général Aoun, et je le salue, a résisté effectivement à toutes les pressions, et donc là il demande, il appelle effectivement à ce qu'il y ait une nouvelle constitution et un changement de régime vers un régime laïque, et aller de ce régime confessionnel vers un régime laïque. Et en fait, après donc l'explosion, on a vu que l'explosion du port de Beyrouth, qui a été occasionnée donc
il y a une commission d'enquête en fait, hein, mais l'explosion, on dit que c'était des nitrates d'ammonium qu'il y avait, des tonnes importantes, enfin une quantité importante de nitrates d'ammonium qui était dans le port et qui a explosé. On ne sait pas encore quelle est la cause de l'explosion, qu'est-ce qui a fait exploser. On pense peut-être, enfin bon, de toute façon, l'enquête continue. Oui, il y a plusieurs hypothèses, mais Macron était arrivé 48 heures après, tout de suite après la première explosion, puisque il y a eu, n'oublions pas, le Liban était aussi sous le code César, comme la Syrie, interdiction totale de traiter avec ses voisins, etc. Et là-dessus, quand même, cette ouverture, l'arrivée de Macron était importante parce qu'elle opérait une ouverture par rapport au Liban. Et aujourd'hui, il promet, en fait, dans sa venue d'hier, il dit que de toute façon, il y aura des aides internationales qui vont venir, à condition qu'il y ait un État qui se forme. Est-ce qu'il y ait l'ensemble du gouvernement, un gouvernement qui se forme, mais de l'ensemble des forces politiques. La chose importante, c'est qu'il a reconnu que de toute façon, Hezbollah est une force politique importante, elle fait partie des forces politiques importantes du pays et qu'il faudra construire avec, et que de toute façon, il faut faire vite. Donc il y a eu, avant d'ailleurs l'arrivée de Macron, il y a eu la nomination de Mustafa Adib qui était l'ambassadeur du Liban en Allemagne, qui est chargé de la formation du nouveau gouvernement. Et il a été pratiquement soutenu par l'ensemble des forces politiques existantes. On espère que le gouvernement va être formé dans les 2 semaines et que Macron disait que il reviendrait en décembre avec les aides internationales qui opèrent une véritable ouverture pour le Liban, qui était vraiment sous le code César, comme la Syrie. Sachant qu'il faut quand même se méfier du FMI, parce que souvent c'est des cadeaux empoisonnés que le FMI fait aux pays en difficulté. De toute façon, le FMI est un cadeau empoisonné, et c'est la réalité, c'est que en fait les pays occidentaux de l'OTAN veulent effectivement embarquer le Liban avec le FMI, alors que le Liban a tout intérêt à s'orienter vers l'Est, c'est-à-dire il y a eu une proposition chinoise pour la reconstruction du port qui était importante et pour laquelle il ne paiera pas un sou, le Liban ne paiera pas un centime, puisque c'est une proposition, ce qu'ils appellent BOT, c'est-à-dire qu'ils construisent, ils exploitent et ils se font rembourser par l'exploitation au bout de 25 ans. C'est tout. Et donc la Russie aussi a fait beaucoup de propositions. Pour l'instant, je pense qu'il est important déjà de pouvoir faire un gouvernement qui puisse signer les contrats avec les uns et les autres et qui montre qu'il est suffisamment indépendant dans sa politique. Il n'a pas nécessairement à se mettre sous la houlette de l'OTAN pour accepter toutes les constructions avec des crédits du FMI, mais au contraire, alors il peut panacher ou il peut s'orienter à l'est, à l'ouest comme il l'entend, et c'est selon les intérêts du Liban et pas les intérêts des autres. Point très important. Et de tel ou tel clan. Voilà, alors, du coup... point très très important, parce que les États-Unis ont acheté un très grand terrain à Beyrouth pour construire une base américaine à Beyrouth, très importante. Et là, effectivement, il va y avoir des négociations. Beaucoup de friction, à mon avis, et beaucoup de coercition qui vont s'exercer sur cet État. On peut leur souhaiter bonne chance pour que la souveraineté du Liban soit sauvegardée et que, de toute manière, en fait, et qu'ils aient une liberté
d'agir selon les intérêts du Liban et pas pour les intérêts américains ou israéliens. Ok. Je voudrais quand même juste dire une petite phrase, c'est Oui. que les Israéliens se frottent les mains parce que avec la destruction du port de Beyrouth, c'est le port de Haïfa qui devient le port important en Méditerranée, Ah oui. et c'était le souhait israélien depuis toujours. D'accord, ouais, c'est une conséquence qui est loin d'être négligeable. Alors je précise aussi que dans cet appel à la création d'un État laïque au Liban, il y a également le mouvement Hamal et le Hezbollah qui se sont tous les deux déclarés en faveur de cet Tout État à fait, laïque, tout à ce fait, qui pourrait absolument. peut-être surprendre certains observateurs qui ne... Tout à fait. C'est une voilà. c'est bien de le rappeler et je te remercie. Alors on va Et passer très rapidement sur les autres points parce qu'on arrive déjà à la fin de cette interview, ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on a commencé. Donc je vais mentionner les 3 points, tu vas en choisir un seul que tu vas commenter et les 2 autres on les gardera au chaud pour le prochain site-rep oui, si tu es d'accord. absolument. Alors il y avait l'agression qui continue en Palestine avec notamment l'agression sur Gaza puis une escalade dans la destruction des maisons à Jérusalem. Il y avait également la Turquie qui continue de faire des siennes en Méditerranée avec la prospection de gisements qui inquiète ses voisins, notamment la Grèce et Chypre. Et enfin, donc sur le nucléaire iranien, les États-Unis qui ont essayé de faire des pressions supplémentaires en invoquant notamment un mécanisme qui s'appelle le snapback, qui faisait que même s'ils s'étaient retirés de l'accord, et ben, ils pouvaient continuer encore à faire à embêter leur monde. Donc du coup, est-ce que tu veux choisir un de ces 3 points pour le commenter? Alors écoute, on peut te dire très rapidement. D'abord, les Américains ont perdu puisque au niveau du Conseil de sécurité, leur proposition a été repoussée et donc il n'y aura pas de possibilité de mettre des sanctions supplémentaires sur l'Iran. Et la majorité des pays européens sont pour la reprise de cet accord nucléaire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, sur le fait de la Turquie, effectivement, la Turquie sévit dans toutes les régions parce qu'elle veut avoir, et elle ne le cache pas d'ailleurs, des ambitions, pas seulement des ambitions, ils prétendent avoir des droits en Méditerranée, etc. Et ça provoque quand même des réactions dans tous les pays du monde, ou vis-à-vis de la Grèce, en Libye, en Russie, par rapport à la Russie, et ils deviennent, ils s'attirent les hostilités de pas mal de pays dans la région, puisqu'ils agressent de fait pas mal de pays. Y compris la Libye. Point, voilà, le dernier point par rapport à l'escalade des Israéliens contre la population palestinienne, effectivement, elle continue. Ils vont jusqu'à obliger les gens à Jérusalem à détruire leurs propres maisons eux-mêmes parce que entre les amendes et le prix, etc., parce qu'en fait, ils les obligent à payer 125 000 shekels si c'est les Israéliens qui leur détruisent la maison. Et sinon, ils sont obligés de détruire eux-mêmes leur propre maison et ils ne savent plus où aller. Ça, c'est une catastrophe humanitaire que tout le monde laisse faire en toute impunité. Et là, il faut effectivement réveiller un peu les services qui se disent des droits de l'homme, etc. Et tous les pays droits homistes là qui agressent la Syrie, la Syrie et le Venezuela d'ailleurs, sous des prétextes de défense des droits de l'homme. Aïssar Medjani, merci. Donc je remettrai bien en perspective ces 2 infos qu'on a mentionnées là pendant ce site-rep. D'un côté, Israël joue les propres sur lui en participant au Tour de France, avec l'équipe Startup Nation, moderne, propre sur lui. Et de l'autre côté, ils obligent les Palestiniens qu'ils expulsent de Jérusalem à détruire eux-mêmes leurs maisons sous des pressions financières très importantes, énormes. Et on peut comprendre malheureusement qu'il y ait des Palestiniens peu nombreux, mais qui font le choix de détruire eux-mêmes leur maison, ce qui psychologiquement est horrible. Et ils continuent à bombarder Gaza d'ailleurs. Eh bien, Aïssar Medjani, merci beaucoup pour toutes ces informations et pour ton témoignage et ton sourire et ta bonne humeur. Merci beaucoup. Et je te dis à rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain site-rep.
absolument. Merci beaucoup, Raphaël, et merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Oui, merci à eux. Au revoir. Au revoir.